Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation. Vous écoutez une chronique consacrée à l'intelligence artificielle que j'aurai le plaisir aujourd'hui de présenter avec Julie Belsor, avocate associée au sein de KPMG Avocats en charge du département Compliance, et avec Alban Progris, directeur en droit social de KPMG Avocats également. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Alors, aujourd'hui, le Code du travail ignore encore le terme intelligence artificielle, ça peut paraître surprenant, mais pourtant c'est vrai. Et pourtant, l'IA, elle, n'ignore rien du travail. Elle le mesure, elle le transforme, elle l'oriente, voire le dirige. L'IA, en fait, se diffuse partout, dans le recrutement, dans la gestion de planning, dans l'évaluation des performances, dans la sécurité, dans l'automatisation de tâches, et la liste est encore longue. Certaines entreprises utilisent même des outils d'IA sans en avoir conscience. Se pose alors une question très concrète. Comment encadrer ces solutions d'IA de manière responsable et surtout, quelles règles juridiques doivent guider leur usage par l'employeur et par les salariés ? Face à cette évolution, de plus en plus d'entreprises s'emparent d'un nouveau dispositif, la charte IA. Cette chronique a donc vocation à mettre en lumière les intérêts pour l'entreprise d'une telle charte et les bonnes pratiques en la matière. Ma première question, Alban Progris, sera pour vous. Comment définiriez-vous une charte IA et à quoi sert-elle ? Alors, la charte IA permet d'encadrer la responsabilité de l'employeur. Celle-ci est au cœur des solutions d'intelligence artificielle, car c'est bien l'employeur qui est le premier responsable des équipements de travail, pour reprendre une vieille terminologie chère au Code du travail. Une bonne charte permet de répartir les rôles et les obligations dans le développement et l'usage de l'IA. Du point de vue droit social, l'introduction de l'IA fait peser une triple responsabilité sur l'employeur. Premièrement, à l'égard des tiers. S'il y a par exemple une fuite des données ou une mauvaise utilisation d'un outil par un salarié qui impacte un client, un fournisseur, un organisme public, etc. Deuxièmement, envers les salariés. Si l'IA modifie leurs conditions de travail, leur autonomie ou impacte leur santé mentale. Troisièmement, enfin, sur la gestion sociale. Si l'IA est utilisée comme un substitut ou un assistant au rôle d'employeur, par exemple l'évaluation des compétences, le contrôle du temps de travail, la gestion des CV et des parcours, avec un risque de biais ou de discrimination. La charte IA devient alors une boussole pour baliser ces zones à risque et fixer des garde-fous. On comprend aisément l'intérêt pour l'entreprise de mettre en place une telle charte. Mais quelle est sa nature juridique, Alban ? A-t-elle une valeur contraignante ou s'agit-il d'une simple déclaration d'intention ? Les deux hypothèses sont possibles, mais tout l'intérêt est de donner à la charte IA une valeur contraignante. L'idée étant ici qu'elle soit respectée. Pour cela, il convient de l'intégrer au règlement intérieur. Une autre possibilité serait de recourir à un accord collectif sur l'utilisation de l'IA, mais cette hypothèse n'est pas souhaitable selon nous. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'employeur a tout intérêt à garder la main sur les règles régissant l'utilisation des IA en entreprise, notamment parce que les situations et les usages changent vite. Cela est possible avec une charte IA qui entre dans ses prérogatives d'employeur, c'est-à-dire sans nécessité d'obtenir l'accord des salariés ou des élus. C'est un peu plus compliqué avec un accord collectif, car tout changement implique de suivre une négociation plus stricte avec des élus et d'obtenir leur accord. Par ailleurs, il faut rappeler qu'un accord collectif et une charte n'opèrent pas dans le même domaine. Ainsi, dès lors qu'il y a des dispositions de nature disciplinaire, celles-ci doivent nécessairement et exclusivement figurer dans le règlement intérieur ou une de ses chartes ou annexes. C'est le principe d'exclusivité du règlement intérieur. Bien entendu, la charte n'empêche pas le dialogue avec les élus et les salariés. Au contraire, car une procédure de consultation particulière doit être suivie, mais du point de vue de l'employeur, cet outil reste plus souple qu'un accord collectif. C'est entendu, mais quelles sont vos recommandations ? Et là, je m'adresse à vous, Julie Belsor. Quelles sont vos recommandations pour rédiger une charte IA qui tienne la route, j'ai envie de dire ? Oui, le terme charte IA est assez générique, mais chaque charte est unique. À tout le moins, elle doit l'être pour refléter l'organisation de l'entreprise, son secteur et son activité. Par ailleurs, une bonne charte est celle qui pose des règles susceptibles de répondre à la plupart des situations, même si on sait qu'elle ne pourra pas toutes les anticiper. Il faut donc réussir à identifier des principes suffisamment généraux. Parmi ces principes, on décline généralement ceux posés ou induits par le règlement européen sur l'intelligence artificielle, le RIA, dont on a déjà parlé sur ces ondes, et qui est entré en vigueur en août 2024. Et donc notamment le principe de transparence, de développement des IA centrés sur l'humain, mais aussi les principes de respect de la vie privée, d'équité ou de sécurité. Alors,
ce sont des principes, mais comment ces principes vont-ils se traduire concrètement dans une telle charte? Concrètement, la rédaction d'une charte IA suppose de poser de manière claire ce que l'on peut faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, comme par exemple l'interdiction pour les salariés d'utiliser des systèmes ou modèles d'IA non autorisés par l'entreprise. L'idée, c'est de lutter ici contre les shadow IA pour faire un parallèle avec le shadow IT. On pense par exemple à un salarié d'un service marketing et communication qui pourrait être tenté d'utiliser un modèle d'IA à usage général non autorisé par l'entreprise pour générer une campagne publicitaire et sans avoir vérifié les conditions posées par la licence du modèle. Or, souvent, les versions gratuites limitent les exploitations commerciales des contenus ainsi générés. La charte formalisera donc les règles à respecter en cas d'utilisation d'un système ou d'un modèle d'IA non encore autorisé, en obligeant, par exemple, le recours ou la consultation préalable des sachants, comme le délégué à la protection des données, le service juridique ou le responsable de la sécurité des systèmes d'information. De la même manière, Julie, au-delà des utilisateurs, la charte IA doit encadrer aussi le développement des systèmes d'IA. Oui, exactement, et ce point est très important puisqu'il va falloir que les systèmes d'IA respectent les principes posés par la réglementation et notamment les obligations liées au RIA, à la protection des données personnelles ou à la propriété intellectuelle. Surtout, la charte doit prévoir que le salarié qui ne respecterait pas ces termes encourt une sanction disciplinaire pouvant aller, classiquement, du blâme au licenciement. En pratique et d'un point de vue rédactionnel, on aime bien favoriser les rédactions simples et directes afin qu'elles puissent être bien comprises par l'ensemble du personnel, comme par exemple vérifier toujours l'exactitude des réponses même si des références sont données, ou soyez transparent et indiquez si un contenu a été généré par une IA. C'est toujours bon de le préciser et que tout le monde le comprenne bien. Alors, j'ai dit il y a quelques instants en introduction que le Code du travail ignorait encore l'intelligence artificielle. J'imagine donc qu'une charte IA n'est pas obligatoire au sens du Code du travail. Exactement. Aucun texte n'oblige expressément les entreprises à formaliser une telle charte. Toutefois, on a l'article 4 du règlement sur l'intelligence artificielle, dont le titre évocateur est quand même maîtrise de l'IA, maîtrise de l'intelligence artificielle, et qui s'applique à toutes les sociétés qui fournissent ou utilisent de l'IA. Et donc ce texte, il leur impose de prendre, je cite, des mesures pour garantir dans toute la mesure du possible un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour leur personnel et les autres personnes s'occupant du fonctionnement et de l'utilisation des systèmes d'IA. Il apparaît donc que la charte IA est, avec la formation, un bon moyen de respecter cette obligation de maîtrise. En vous écoutant, Julie, on peut donc penser qu'à l'avenir, les chartes IA vont fleurir, si je peux utiliser ce terme, au sein des entreprises. Alors, je me tourne de nouveau vers vous, Alban. Comment l'entreprise doit-elle s'y prendre pour mettre en place sa charte IA, d'abord dans un premier temps, puis ensuite pour la mettre à jour? Avec les exemples que vient de donner Julie, nos retours d'expérience montrent que des salariés utilisent parfois les solutions IA de manière anarchique. Pour éviter cela, le dialogue social est fondamental. La charte doit devenir la référence avec par exemple un comité IA ou des ambassadeurs formés qui ont généralement pour mission de communiquer auprès des utilisateurs internes. Pour répondre plus précisément à votre question, Hélène, le Code du travail impose que toute charte, et cela inclut bien évidemment la charte IA, suivent la même procédure que celle liée à la mise en place ou à la modification du règlement intérieur. À savoir, une information et consultation préalable du CSE, du Comité social et économique, sur le projet de charte IA, la communication à l'inspection du travail, le dépôt à l'inspection du travail, au greffe du Conseil de prud'homme et la publication et l'affichage dans l'entreprise. Il est important de rappeler que ne pas respecter la procédure rend la charte inopérante et l'employeur peut même encourir des sanctions civiles et pénales. La charte IA, si elle est bien construite, prépare et structure cette consultation en décrivant les outils concernés, en détaillant les impacts prévisibles, en expliquant les mesures d'accompagnement. Et cela doit permettre d'aller plus loin. Il faut savoir transformer cette obligation en opportunité. Faire du CSE un co-constructeur d'un usage responsable de l'IA. voici un des architectes donc de cette charte IA, le CSE. Est-ce que le droit du travail, Alban, impose d'autres obligations? Oui, il y a dans le Code du travail d'autres obligations. En clair, une bonne charte IA fera le lien directement ou indirectement avec les autres leviers juridiques que doit activer l'employeur, à savoir la gestion des risques psychosociaux, notamment en mettant à jour le document unique d'évaluation des risques,
les orientations stratégiques, notamment à travers les consultations annuelles obligatoires, la formation et l'adaptation au poste en mettant à jour le plan de formation, la gestion des parcours professionnels à plus long terme, notamment avec la mise en place d'une GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, en fait, la charte IA s'insère dans le dispositif social d'ensemble. Nous arrivons déjà au terme de cette chronique. En conclusion, Julie, Alban, vous diriez, peut-être Julie d'abord? Oui, qu'il est d'autant plus urgent pour les entreprises de formaliser leur charte IA que cet exercice prend du temps. Et on identifie 4 raisons principales. La première raison, sûrement la plus importante, c'est que la charte s'inscrit souvent dans la stratégie plus globale de l'entreprise en matière d'IA. Elle va donc soulever des questions en termes de gouvernance notamment, dont la résolution peut être parfois chronophage. À ce propos, et par expérience, la gouvernance doit être représentative de l'entreprise et embarquer les principales fonctions. Ensuite, et c'est bien la deuxième raison pour laquelle le processus peut être ralenti, c'est l'intervention de nombreux contributeurs, que ce soit les métiers, l'IT, le RH, le juridique et la finance. En troisième raison, qui peut ralentir cette élaboration, et c'est parce que la procédure qui a été expliquée par Alban est une procédure longue. Entre la consultation des CSE et l'entrée en vigueur de la charte, il faut compter 4 mois minimum. Et enfin, parce qu'une fois publié, le travail ne s'arrête pas là, il faudra sensibiliser le personnel pour qu'ils comprennent bien les enjeux et que la charte soit in fine appliquée sur le terrain. C'est quand même ce qui est le plus important. Donc, voici toutes ces bonnes raisons pour s'y atteler rapidement à la rédaction de cette charte. Alban, en conclusion, que diriez-vous? Pour ma part, je conclurai en disant que l'IA n'est ni une potion magique, ni une menace. Elle est avant tout un moteur de transformation de l'économie qui ne doit pas déresponsabiliser les dirigeants, ni réduire les salariés à de simples exécutants. La charte IA, dans ce contexte, est une pierre angulaire. Elle est à la fois outil de prévention, levier de dialogue et un marqueur d'une culture numérique éthique. Julie Belsort, Alban Progris, un grand merci. Cette chronique se termine. Je retiendrai, mais j'imagine aussi nos auditeurs, que l'IA adossée à une stratégie de formation et de gestion des risques peut devenir ce qu'elle doit être fondamentalement, un accélérateur d'intelligence collective. Un grand merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute. Nos précédentes chroniques sur l'intelligence artificielle sont disponibles sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. À très bientôt sur ces ondes. Eureka, une émission de Radio KPMG.